On cherche tous à être intéressants, non? Mais et si la plupart des stratégies qu'on utilise étaient en fait contre-productives? C'est justement l'idée qu'on va explorer. Une analyse qui suggère une méthode complètement différente pour vraiment, vraiment captiver les autres. Et tout part d'une idée un peu déroutante. Pensez-y une petite seconde. Et si tout ce qu'on a appris pour être captivant produisait en réalité l'effet inverse? C'est le grand paradoxe qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Une idée qui, franchement, remet pas mal de choses en question. On a donc un vrai choc des philosophies. D'un côté, il y a l'approche classique, essayer de prouver sa valeur en étalant son savoir, en jouant un peu la carte du mystère, et de l'autre, une thèse radicalement différente. Le but, ce n'est pas de se mettre en avant, mais de créer une expérience pour l'autre. L'objectif change du tout au tout, on arrête de se concentrer sur le jeu pour commencer à construire un nous. Allez, on attaque le premier grand mythe. On pourrait l'appeler le piège du savoir. C'est cette croyance, vous savez, bien ancrée que pour être intéressant, il faudrait avant tout être une sorte d'encyclopédie sur pattes. Ouf! Cette citation, elle est faite pour piquer un peu, hein, mais elle illustre parfaitement cette critique, cette idée que la culture serait juste une liste de références à débiter pour impressionner la galerie. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça transforme la conversation en spectacle. La personne en face ne se sent plus connectée, elle a l'impression d'être au premier rang d'un one-man show. L'échange n'est plus un pont entre deux personnes, mais juste une tentative de prouver sa propre valeur. Tout tourne autour de moi et ce que je sais, ce qui finit par exclure l'autre au lieu de le rapprocher. Bon, d'accord. Donc, étaler sa science, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'extrême inverse? La fameuse stratégie du silence. Cette idée que le mystère serait l'arme secrète du charisme. On a tous cette image en tête, non? L'archétype tout droit sorti d'un film. Ce personnage silencieux, un peu sombre, dont chaque parole est rare et précieuse, et qui fascine tout le monde sans le moindre effort. C'est une image que beaucoup essayent d'imiter. Mais l'argument ici est simple. Est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? En dehors des écrans de cinéma, qui connaît vraiment ces personnages ténébreux qui n'ont jamais rien à dire? Le silence est-il vraiment si en or que ça quand il s'agit de créer une connexion? Et voilà le point crucial. Cette stratégie ne fonctionne que si la personne est déjà célèbre ou très réputée. Pour le commun des mortels, le silence n'est pas interprété comme du mystère, mais comme un simple manque de participation. Et ça ne crée absolument aucune connexion. Alors, si le savoir et le silence sont des impasses, quel est le vrai secret? Eh bien, la réponse, elle déplace complètement le projecteur. Il ne s'agit plus de soi, mais de l'autre, de son auditoire. L'attention ici est vue comme une ressource super précieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, comme le respect, non. C'est un état de concentration que notre interlocuteur choisit de nous accorder. L'attention, ça se gagne à chaque instant. Et c'est là que l'idée devient vraiment puissante. Ce qu'on dit, les faits, les anecdotes, tout ça au fond, c'est secondaire. Parce que l'essentiel, le plus important, c'est ce que l'autre ressent. L'émotion, l'expérience que la personne qui écoute est en train de vivre. Voilà où tout se joue. Le but ultime, donc, c'est de passer d'un monologue centré sur soi à un dialogue qui inclut l'autre. Il s'agit de construire un espace commun, un nous, où l'autre se sent pleinement partie prenante de l'échange et pas juste un spectateur passif. Et le signe qui ne trompe pas, la preuve ultime d'une conversation réussie, c'est cette phrase. Quand une personne est tellement absorbée par l'échange qu'elle en oublie complètement le temps, c'est la preuve qu'une véritable connexion a été créée. D'accord, mais concrètement, comment on applique ça? Surtout quand il s'agit de parler de soi, un exercice qui est souvent assez périlleux, on est d'accord. L'analogie est géniale. C'est comme un musicien qui apprend à respirer. On pense tous savoir faire, mais pour un artiste, c'est une technique précise à maîtriser. C'est pareil pour l'art de parler de soi. On pense que c'est naturel, mais le faire d'une manière qui crée du lien, c'est une vraie compétence, qui va même parfois à l'encontre de nos instincts. La méthode, c'est un véritable art du récit. On choisit soigneusement quelques détails, on les utilise pour peindre une image vivante dans l'esprit de l'autre, en y mettant de l'émotion. Et l'étape clé, on garde une part de mystère. On ne dit pas tout pour que l'autre ait envie d'en savoir plus et participe activement à la conversation. Le changement de perspective est donc total. Parler de soi, ce n'est plus un simple transfert d'informations. Ça devient un outil pour construire une relation. Une compétence qui, comme n'importe quelle autre, peut se travailler et se perfectionner. Finalement, tout se résume peut-être à une seule question à garder en tête lors d'un prochain échange. Pour qui est vraiment cette histoire? Est-ce qu'elle est là pour mettre en avant la personne qui parle ou pour inclure l'autre dans un monde partagé? La réponse, elle change absolument tout.